Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, polémique autour du poste de secrétaire général du Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye réplique à Serigne Mbaye Thiam, on n'en est pas encore là et la date et les lieux où se feront les discussions ne sont pas encore à l'ordre du jour, dixit la secrétaire générale par intérim du Parti socialiste. En réponse à son camarade qui a estimé que l'intérim doit avoir une fin, Aminata Mbengue Ndiaye de marteler qu'il s'agit là de questions qui n'ont pour le moment pas d'importance. Deux jeunes de 21 et 23 ans sont morts noyés dans le bras de mer de Kaolack, tous deux des marchands ambulants originaires de Linguère. Leurs corps ont été retrouvés ce lundi par les sapeurs-pompiers. En Guinée, la CENI met en garde Cellou Dalein Diallo qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle de ce dimanche. Le parti au pouvoir qui menace de porter plainte contre le président de l'UFDG l'accuse à travers sa déclaration de vouloir soulever des remous sociaux dans le pays. Le contradictoire ce vendredi s'intéresse aux réponses constitutionnelles face à la crise sanitaire. À suivre en fin d'édition le journal de la santé qui va boucler ce journal mis en onde par Alioune Badara Socé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. Deux jeunes marchands ambulants âgés respectivement de 28 ans et de 23 ans sont morts par noyade dans le bras de mer de Kaolack durant toute la journée du dimanche. Leurs corps n'ont pas été repêchés. C'est ce lundi que les sapeurs-pompiers les ont retrouvés. Les corps sans vie des victimes sont déposés à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Mamadou Kamara. Deux ambulants sont morts par noyade dans les eaux du bras de mer du fleuve Saloum. L'un est né en 1996, l'autre en 1991. Une triste nouvelle qui est survenue ce dimanche à quelques encablures du port de Kaolack dans un lieu de baignade qui est communément appelé Cité BCAO. Ce sont les habits et sandales des victimes qui ont attiré l'attention d'un passant. Ce dernier a alerté la police et les soldats de la 31e compagnie d'incendie et de secours de Kaolack qui se sont aussitôt rendus sur les lieux pour entamer les recherches. Mais dans la journée du dimanche, jusque tard dans la nuit, ces recherches n'avaient rien donné. Ce n'est que ce lundi matin que les corps sans vie de ces deux ambulants ont été découverts et repêchés par les sapeurs-pompiers de Kaolack. Après constat et les formalités d'enlèvement des corps par les éléments de l'identité judiciaire du commissariat central de Kaolack, les corps sans vie des victimes ont été déposés à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Il est bon de préciser que ces deux ambulants qui sont morts par noyade étaient domiciliés au quartier abattoir de Kaolack. Mais ils sont originaires de Linguère dans le Jolof. La police a ouvert une enquête. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Un accident de la circulation a eu lieu à hauteur du village de Kursamba vers Bandoulou dans la commune de Ndiafat. Un véhicule 307 a été violemment heurté par une charrette qui transportait des passagers. Bilan, 5 blessés qui se trouvaient dans la charrette dont 3 sont dans un état assez grave. Des blessés qui ont été acheminés à l'hôpital de Kaolack. Louga infesté d'insectes dès le crépuscule et toute la nuit durant. Des nuées de bestioles qui polluent l'atmosphère obligent les populations à se confiner dans l'obscurité totale car les petites bêtes sont attirées par la moindre lueur. L'intervention du service d'hygiène est vivement souhaitée dans le Ndiambour. Lamine Gueye Saman. Nous avons remarqué qu'il y a 3 ou 4 jours que la ville de Louga est submergée par des insectes. Là où il y a la lumière, ils se regroupent là-bas. Ce constat d'un habitant du quartier Tchorna est partagé par toutes les populations du Ndiambour. Fait raricisme, des nuées d'insectes qui dictent leur loi la nuit. Du crépuscule au petit matin, personne n'ose allumer une lampe, un poste téléviseur ou tout autre appareil lumineux. La moindre lueur est assaillie par ces bestioles de couleur verte ou noire trépiante. Boutiques, magasins et domiciles, tout est au noir. Ceux qui s'aventurent dehors pour des promenades sont couverts de ces petites bêtes dès qu'ils passent sous des lampadaires. Une situation inquiétante qui oblige les populations lougotoises à se confiner dans l'obscurité la plus totale depuis quelques jours. Yankoba Ndiaye habite le quartier Tchorna. Les gens sont
pratiquement confinés chez eux. Toutes les lumières sont éteintes, de sorte que même il y a un problème de sécurité, il y en a même qui éteignent leurs lumières peur que les insectes ne les envahissent. C'est un phénomène, c'est la première fois que nous avons remarqué ça ici et nous ne savons pas ce qui se passe et combien de temps ça va durer. En attendant l'explication des experts en la matière sur la raison de la présence de ces meutes d'insectes autour de tout ce qui brille, les populations invitent les services compétents, le service d'hygiène au premier plan, à procéder à une opération de désinsectisation des zones infestées. Les autorités doivent prendre des mesures, notamment le service d'hygiène, pour trouver une solution parce qu'il fut des temps, il y avait des séances de pompage qu'ils organisaient pour aider les gens. C'est les insectes et ces insectes qui puent, qui sont nuisibles, on ne sait pas le mal qu'ils peuvent apporter, donc les autorités doivent aussi prendre des mesures par rapport à ça. Ça fait presque 4 jours, ça nous étonne. C'est un phénomène naturel, mais il faut prendre des mesures. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Parlons à présent de la succession au poste de secrétaire général au Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye répond à Serigne Mbaye Thiam et apporte des précisions. L'actuel secrétaire général compte terminer le mandat en cours et précise qu'au moment venu, les instances du Parti socialiste seront renouvelées en congrès. On l'écoute avec Birama Ndiaye. On n'en est pas encore là. Nous, on a un agenda au niveau du Parti socialiste. Actuellement, je suis le secrétaire général du Parti socialiste. Serigne Mbaye, il a le droit de s'exprimer, de donner son point de vue par rapport à des choses, mais vraiment, ce n'est pas dans mon agenda aujourd'hui de parler de ces choses-là. Le moment venu, vous m'entendrez. Mais même quand il dit que l'intérim a une fin. Mais vous avez fait l'école, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est un intérim. Dans nos partis, nous avons des règlements intérieurs, nous avons des statuts, nous avons des bureaux. Mais un bureau, quand le titulaire n'est plus là, il est remplacé immédiatement par le premier qui vient. Maintenant, la date, les lieux où se feront les discussions, ça, on n'en est pas encore là. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans des détails. Je n'en suis plus à ce niveau. Je ne peux pas être le responsable d'un parti et créer des polémiques autour de questions vraiment, pour moi, qui n'ont pas encore d'importance. Ça aura de l'importance lorsqu'on arrivera à la fin de nos renouvellements et qu'on va, de façon démocratique en tout cas, renouveler les bases de notre parti. On ne sait pas encore. Le secrétaire général du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye se prononçait en marge de la clôture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un rapport sur la fiscalité des collectivités territoriales a été rédigé à l'issue des travaux. La rationalisation des ressources des collectivités territoriales et l'économie de leurs ressources ont été au menu des activités. L'institution a adressé son soutien au chef de l'État pour l'annulation de la dette africaine. On l'écoute avec Birama Ndiaye. Donc nous avions discuté avec l'UNACOIS Diapo, mais également avec le patronat, donc le Conseil national du patronat et la CNES, pour voir dans le cadre d'un partenariat public-privé, qu'est-ce que nous pouvions vraiment avoir comme réflexion pour qu'ils puissent être des partenaires des collectivités territoriales. Qu'ils ne viennent pas seulement demander par exemple des terres pour faire leurs projets, mais qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant entre collectivités territoriales et secteur privé. Donc nous sommes arrivés en tout cas à l'issue de nos travaux à un rapport sur le financement de la fiscalité des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid. Nous avons eu également à élaborer des avis sur la rationalisation de la fiscalité locale. Nous en avons fait sur le renforcement également et la rationalisation des transferts financiers de l'État vers les collectivités territoriales. L'amélioration de la gouvernance et de la fiscalité locale et de la budgétisation sensible au genre. Nous avons fait aussi des résolutions sur l'annulation de la dette africaine, qui a été une initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a rencontré l'adhésion donc du secteur privé, des syndicats, et même certains partis politiques ont accepté ça. Et au niveau africain, il y a également un certain nombre de chefs d'État qui soutiennent l'initiative. Le président français soutient l'initiative et à tous les niveaux en tout cas, il y a aujourd'hui une vulgarisation donc de cette initiative qui est en train de faire, de créer vraiment des conditions d'une adhésion. Sud International.
En Guinée, Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, vient de proclamer sa victoire suite à l'élection présidentielle de ce dimanche. Depuis le QG de son parti, la CENI met en garde Cellou Dalein Diallo après sa déclaration. Le parti au pouvoir qui menace de porter plainte contre le président de l'UFDG l'accuse à travers sa déclaration de vouloir soulever des remous sociaux dans le pays. Amadou Ouribari. Voilà, la réaction est tout d'abord venue de la Commission électorale nationale indépendante. Juste après donc cette conférence de Cellou Dalein Diallo qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle, c'est la CENI qui a donc conduit à une conférence extraordinaire donc qui s'est tenue dans ses locaux au centre-ville de Kaloum, et le porte-parole de la CENI a tenu un discours, si vous voulez, musclé contre Cellou Dalein Diallo, déplorant d'abord ce qui s'est passé, son attitude, avant d'affirmer que seule la CENI est habilitée à proclamer des résultats, et donc qui seront donc confirmés après par la Cour constitutionnelle comme le prévoit la loi. Alors le parti au pouvoir également n'a pas tardé, le parti au pouvoir a organisé aussi une conférence, et un des ministres donc qui est du directoire de campagne du parti au pouvoir RPG, à l'occurrence Kiridi Bangoura, a estimé que Cellou Dalein, ce qu'il a fait, c'est un comportement de nature à créer de la subversion, mais aussi à créer des remous sociaux dans le pays. Et le parti ne compte pas s'arrêter là. Le parti menace donc de porter plainte contre le président de l'UFDG pour cette attitude qu'il pense que ce n'est pas de nature à préserver la quiétude sociale déjà fragile dans le pays. Juste après cette sortie de Cellou Dalein, il y a des échauffourées qui sont signalées un peu partout à Conakry, surtout la commune qui est un fief traditionnel de Cellou Dalein Diallo. Ses partisans sont massivement sortis et les forces de l'ordre ont donc sont descendus dans les rues pour tenter de disperser ces jeunes-là. Et au cours de cette intervention, il y a un jeune qui a reçu une balle. Nous avons eu la confirmation. Les services de sécurité ont confirmé la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a reçu une balle à la poitrine et qui en est décédé sur le coup. Des morts et des dégâts matériels, c'est le triste visage que présente la Côte d'Ivoire à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. Les manifestations contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara se multiplient et se durcissent au fur et à mesure que l'on approche le 31 octobre. Ce lundi, plusieurs villes du pays sont en ébullition et l'on annonce 2 personnes tuées par balle par les forces de l'ordre parmi les manifestants. Notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Toujours pas d'éclaircie dans le ciel ivoirien, et ce n'est pas la déclaration de la mission de la délégation de la CEDEAO conduite par Shirley Botchowé après sa rencontre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui va apporter un peu de lumière dans ce ciel-là. Elle qui affirme que les élections vont avoir lieu et que les citoyens qui bloquent les rues et qui se saisissent du matériel électoral commettent des actes criminels, alors que dans plusieurs localités du pays, les manifestations contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara se multiplient et se durcissent. Hier, dans la sous-préfecture de Lopou, dans le sud du pays, la population a empêché la tenue des meetings de campagne du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Ce lundi, certaines communes d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays sont encore en ébullition. À Bonois, ville située à 62 km d'Abidjan, l'on enregistre 2 morts tués par balle parmi les manifestations suite à des affrontements avec les forces de l'ordre selon plusieurs témoignages sur place. Les manifestations à Bongouanou, dans l'est du pays, samedi, avaient déjà fait 3 morts. À ces manifestations politiques s'ajoute celle du monde scolaire. Une grève de la FESI, la Fédération scolaire et estudiantine de Côte d'Ivoire, paralyse depuis ce lundi matin l'école ivoirienne pour protester contre les frais annexes dans les lycées et collèges. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci beaucoup, Justin Assalé. Place à présent au contradictoire. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. La Constitution et la pandémie de la Covid-19, les constitutionnalistes lancent la réflexion. Un colloque international de 3 jours a permis de passer au crible les réponses constitutionnelles face à la crise sanitaire. Des limites ont été soulevées, des réformes s'imposent. Boubacar Ba, professeur de droit public, président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, est interrogé par Babacar Sambre. Boubacar Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public, agrégé en droit public également, professeur à l'Université Cheikh
Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également le président du comité scientifique de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Absolument, c'est une association qu'on a créée il y a quelques mois, notamment le 11 janvier 2020, qui jusqu'après sa naissance a dû traverser la crise que nous connaissons, la crise de la Covid. Et depuis la mi-juin, on a mis en branle un programme d'activité dans lequel, bien sûr, on a inséré, n'est-ce pas, ce colloque scientifique de dimension internationale. Justement, ce colloque, la Constitution et la pandémie de la Covid-19, vous avez lancé la réflexion à travers ce colloque. Vous passez donc au crible les réponses constitutionnelles à la Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ce colloque? Notre objectif n'a pas consisté fondamentalement à apprécier l'action mise en œuvre par les pouvoirs publics. Mais ceci est un élément extrêmement important parce qu'à travers les différents axes qui ont été définis, il y a eu un axe qui est en rapport entre Covid-19 et pouvoir. Et à travers cet axe-là, par exemple, il était question de mesurer les différentes options qui ont été privilégiées par l'exécutif, par les autres branches, disons, qui structurent l'État, de sorte à pouvoir déceler quels ont été, n'est-ce pas, les véritables acquis, les véritables réussites, mais aussi quels ont été ce qu'on peut considérer comme relevant peut-être de quelques échecs ou bien de quelques, je veux dire, des limites. Voilà, des limites par rapport à l'action de ces pouvoirs publics-là. Maintenant, on l'a fait aussi dans le cadre de l'administration, parce que vous avez certainement pu observer qu'il y a eu beaucoup d'autorités administratives qui ont été sollicitées. Donc c'était l'occasion pour nous de pouvoir visiter et revisiter tous ces différents éléments, tous ces différents angles, disons, d'analyse afin d'arriver à des conclusions suffisamment intéressantes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de limites. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les limites de la Constitution face à la Covid-19? Quand le droit positif, c'est-à-dire le droit qui est en vigueur, ne semblait pas totalement préparé à pouvoir gérer la pandémie. On n'a pas eu une législation suffisamment structurée pour pouvoir amener la riposte juridique appropriée par rapport à cette pandémie. C'est pourquoi, dans un premier temps, on a dû avoir recours à une vieille loi de 1969. En Côte d'Ivoire, on a appris que la même loi a été adoptée 10 ans avant, c'est-à-dire en 1959. Donc, ce qu'on appelle la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège, qui a constitué un peu le cadre par lequel le chef d'État a pu agir pour pouvoir en fait appeler, légitimer la possibilité de demander ce qu'on appelle une loi d'habilitation justifiée. Vous avez dit que le chef de l'État a fait appel à la loi de 1969 et on sait qu'à l'époque, il y a donc des bouleversements survenus ici au Sénégal. La situation de 1968, c'était peut-être le contexte. Aujourd'hui, le contexte actuel, c'est la Covid-19. Est-ce que réellement faire appel à la loi de 69 devrait suffire? Est-ce que les deux situations sont pareilles? Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui n'avait pas été prévue par les législations. Ou bien on a pu voir de très rares pays qui ont eu véritablement à prendre en compte du point de vue normatif, légal ou bien constitutionnel cette situation-là qu'on a connue. Donc dans la mesure où le droit était déjà défaillant, parce qu'on ne pouvait pas du tout envisager qu'il y avait une loi d'urgence en matière sanitaire, ça n'existait pas. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu interpréter les lois de 1969 qui véritablement permettent de pouvoir au moins déclarer une situation d'état d'urgence. Et à partir de ce moment-là, maintenant, on a considéré qu'il s'agit d'une urgence sanitaire. Parce que l'état d'urgence peut avoir après des objets bien précis. Mais ici, c'est en matière sanitaire et les autorités ont bien fait d'avoir qualifié véritablement cela d'urgence sanitaire. Maintenant, on a toujours la possibilité, comme cette maladie s'est déjà installée, de pouvoir maintenant rendre notre dispositif juridique meilleur à partir de l'ensemble des situations auxquelles on a dû faire face, de pouvoir par la suite maintenant sécréter, générer des normes qui seront à la hauteur des enjeux en présence, mais aussi à la hauteur de la riposte qui doit être attendue face à ces enjeux-là. Boubacar Ba, je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.
Notre cadre d'action juridique n'est pas adapté pour légiférer en urgence. Il y a un partage plus clair des compétences qu'il faut faire. Il faut des réformes, précise Jean-Louis Correa, directeur du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration. Le professeur répond à Babacar Samb. Professeur Jean-Louis Correa, directeur du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration de l'UVS. D'accord, alors le chef de l'État qui fait appel à l'article 77 de la Constitution qui fixe le régime des ordonnances pour prendre des mesures qui sont du domaine de la loi, l'article 69 qui déclare l'état d'urgence, l'article 8 également de la Constitution qui fixe les statuts des libertés. Tout un arsenal mis à la disposition donc du président de la République pour freiner la propagation de la Covid-19. Alors quelle réflexion, quelle appréciation? Il faut savoir que le droit est une science qui prévoit mais qui ne prévoit pas très bien. Et lorsque le droit est face à des situations d'urgence, il est souvent déconcerté et l'action qui est mise en œuvre est souvent une action précipitée et qui peut mettre en jeu certains principes fondamentaux, notamment la préservation des libertés individuelles, et mettre également en jeu d'autres principes relatifs à l'État, tels que le principe de continuité du service public. Nous avons tous vu, durant les premiers jours de l'état d'urgence, comment certaines forces de l'ordre se sont comportées avec les populations qui avaient du mal à s'adapter à la situation d'interdiction de circuler à partir de certaines heures. Des répressions dénoncées par les populations. Des répressions dénoncées par les populations et condamnées également par la loi. Il faut dire que la loi ne permet pas de porter atteinte à l'intégrité physique des citoyens. La Charte africaine des droits de l'homme, plusieurs instruments internationaux de protection des droits de l'homme que le Sénégal a ratifiés ne permettent pas cela. Mais c'est la situation d'urgence dans laquelle tout le monde a été mis qui a engendré un type de comportement. Et donc, il était nécessaire à un moment donné d'ajuster tout cela, d'ajuster nos comportements et également d'ajuster nos lois. On vous dit ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. On sait ce qui peut être du domaine de la loi, mais ensuite du domaine du règlement, tout ce qui n'est pas de la loi est du règlement. Donc, il y a un partage plus clair des compétences qu'il faut faire, notamment de qu'est-ce qui relève de l'urgence et qu'est-ce qu'est l'urgence, pour permettre justement de passer outre la saisine de l'Assemblée nationale, pour permettre à l'exécutif de pouvoir prendre des décisions dans des situations particulières et ainsi ne pas en profiter pour violer les droits et les libertés des individus. Et je pense que dans une démocratie, l'élément le plus important, c'est comment faire pour préserver la propriété privée, comment faire pour préserver les droits et libertés des individus. Toute législation d'urgence devrait avoir comme borne ces deux éléments-là. Si ce n'est pas le cas, la législation peut rapidement être considérée comme arbitraire. Nous avons vu certains arrêtés du ministre de l'Intérieur que des juristes ont contestés comme étant des règlements qui relevaient du pouvoir de la loi. Est-ce à dire que la pandémie a rendu manifeste les limites de la Constitution? Absolument. La Covid-19 a mis à nu les limites de notre Constitution, qui, malgré la réforme de 2016, est une Constitution qui reste quand même vieille. Lorsque je parle de Constitution, je parle également du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des principes, l'ensemble des valeurs qui sont de dimension et de niveau constitutionnel. C'est ce que les constitutionnalistes, dont je ne suis pas, appellent le bloc de constitutionnalité. Et la Constitution, d'un point de vue formel, pour moi, est largement dépassée. Lorsque vous voyez les avis, les visas du moins, les visas sur les ordonnances récentes, notamment et également la loi d'habilitation qui avait créé cette situation d'état d'urgence sanitaire, cette loi d'habilitation a des visas qui datent des années 1960. Donc ça veut dire que 1960, notamment 1968, c'était la grève des étudiants de 1968. Donc cette situation-là de 1968 qui avait dicté au président Senghor de prendre cette loi n'est plus cette situation d'urgence sanitaire. Alors il faut restaurer, il faut réformer, il faut contextualiser. Oui, il faut réformer
il faut contextualiser. Contextualiser pourquoi? Parce que vous savez, il me semble que les intellectuels africains n'ont pas suffisamment réfléchi à la question de la réception de l'État dans nos pays. Il y a beaucoup de difficultés à la légitimité de l'État dans nos États. Et ce débat-là, on le fait souvent, mais on ne va pas jusqu'au bout. La légitimité de l'État, c'est quoi? C'est qu'une classe dirigeante étrangère, notamment du temps de la colonisation, a été remplacée par une classe dirigeante domestique autochtone, pour ne pas dire indigène. Donc, ceci continue, perpétue une certaine forme de domination et de violence symbolique sur ceux qui ne sont pas allés à l'école française, ceux qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais, etc. Et je pense qu'il y a de ce point de vue une certaine réinvention de l'État qu'il faut faire. Et c'est ce débat-là que nous ne posons pas. Professeur Jean-Louis Correa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration de l'UVS.